Une nouvelle heure d'information sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. L'ouverture de la COP27 ce dimanche à Sharm el-Sheikh sur les enjeux de l'environnement. Les pays participants dont la Côte d'Ivoire devraient au sortir revoir leur engagement sur la baisse des émissions contre le réchauffement climatique. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Témoko Mélié Koné, représente cette COP27, le président de la République, Alassane Ouattara. Nous nous intéresserons ce soir à la vie des Africains vivant à Bruxelles, dont la capitale de la Belgique. Les Africains se démarquent par plusieurs activités. Leur quotidien nous est conté dans un dossier au cœur du célèbre marché Matongué de Bruxelles et à la rue Clémenceau. Une journée de prière pour la Côte d'Ivoire conduite par le Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite, des prières et prêches pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Bienvenue dans ce 23h. L'Égypte ouvre ce dimanche à Sharm el-Sheikh la COP27. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Témoko Mélié Koné, a rejoint ce jour la délégation ivoirienne. Il représente le président Alassane Ouattara à cette 27e conférence des partis sur l'environnement. Il portera demain la voix de la Côte d'Ivoire dans une déclaration générale sur la problématique du climat au sommet des chefs d'État et de gouvernement. La question de l'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes climatiques devrait être un sujet majeur de cette réunion officielle pour la première fois. Témoko Mélié Koné s'exprimera aussi pour le compte du pays sur la thématique spécifique dont la position de la Côte d'Ivoire sera attendue sur les financements innovants pour le climat et le développement, et également sur les changements climatiques et la durabilité des communautés vulnérables. La 27e conférence des partis sur l'environnement se tient donc en Égypte jusqu'au 18 novembre prochain. Grace Kando rapporte le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture. Les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques sont réunis en ce moment à Sharm el-Sheikh en Égypte. Au nombre de ces pays, la Côte d'Ivoire, représentée à la cérémonie d'ouverture par le ministre de l'Environnement Jean-Luc Assy et le président de la COP 15 Alain Richard Donvaï. Le vice-président a rejoint la délégation ivoirienne ce dimanche. Demain lundi, il prendra part au sommet des chefs d'État et de gouvernement où il représentera le président de la République, Alassane Ouattara. Témoko Mélié Koné portera également la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune de ce sommet mondial sur le climat. Il présentera les efforts fournis par la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les changements climatiques. Et nous revenons ici en Côte d'Ivoire où les eaux ivoiriennes sont passées sous l'inspection du ministre des Ressources animales et halieutiques, une mission de contrôle des activités de pêche au cours de laquelle la régularité des navires de pêche a été vérifiée. Frédéric Oulaï et Mamadou Kouassi. Vêtu d'un dispositif sécuritaire, le ministre Sidi Témoko Touré, en compagnie de certains de ses collaborateurs, monte à bord du patrouilleur de la Marine nationale. Top départ d'une visite des eaux ivoiriennes. Cette journée est consacrée à l'inspection des navires de pêche qui interviennent dans la surface lagunaire et maritime de Côte d'Ivoire. Première escale, un bateau de pêche espagnol. Ici, le ministre passe en revue les différents compartiments du bateau, mais aussi il vérifie les documents d'autorisation et leurs opérations dans les eaux ivoiriennes. Nous avons des missions d'inspection régulières sur les différentes embarcations qui accostent dans nos eaux. Et ces missions d'inspection se font conjointement dans le cadre du partenariat que nous avons avec la Marine nationale. Nous sommes allés sur une embarcation qui était en phase de débarquement de poissons. Nous sommes allés constater que cette embarcation dispose de toute la documentation requise en la matière et travaille dans les normes requises. Ces dernières années, le phénomène de la pêche illégale est de moins en moins récurrent sur la façade maritime ivoirienne. Cette visite est également l'occasion pour le premier responsable des ressources animales et halieutiques de saluer la synergie d'action entre la Marine nationale et son département dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale. Au Maroc, les défis de l'urbanisation réunissent les élus locaux des pays d'Afrique.
à la réunion régionale Afrique-Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est un événement en marge duquel une convention a été signée pour renforcer les échanges entre villes ivoiriennes et marocaines. Mahama Traoré et Adama Sangaré. Ville carrefour entre l'Afrique et l'Europe de par sa façade maritime, la cité marocaine de Tanger accueille la 28e session de la réunion du comité exécutif de l'organisation Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLUA. Réunion couplée à la 26e session du Conseil panafricain du dit organe. Au menu de cette concertation, l'examen et l'adoption du budget 2023 de la CGLUA, mais aussi les solutions à trouver aux défis liés à l'urbanisation galopante sur le continent. Plus de la moitié des Africains vivront et vivent déjà dans les villes. Donc les problèmes de mobilité urbaine, d'urbanisation, de gestion des déchets, les problèmes communs de mobilité urbaine et de sécurité urbaine ont été au cœur de notre réflexion et pour la mise en œuvre des ODD et surtout de la mise en œuvre de l'agenda 63 de l'Union africaine pour le développement urbain. Pour tous ces défis majeurs, ces assises de la CGLUA décident de la création de l'Agence territoriale africaine avec le soutien financier de la Banque africaine de développement et de Afreximbank. En marge de ces travaux, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a signé avec l'Association marocaine des présidents de conseils communaux un partenariat visant à renforcer leur coopération. Nous contribuons à élargir les sillons qui ont été tracés par les pères fondateurs. Coopération aujourd'hui renforcée et consolidée par le président Alassane Ouattara et Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes donc dans une diplomatie des villes, une diplomatie des peuples pour faire vivre la coopération entre nos deux pays. Le comité mixte mis en place a pour mission d'élaborer et exécuter le plan d'action de ce partenariat, plan d'action essentiellement porté sur les jumelages actifs entre les villes marocaines et ivoiriennes et le partage d'expertise en matière de développement local. Et l'urbanisation commence par la régularisation des populations. C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, 1000 femmes sans papier ont reçu leur jugement supplétif dans le cadre du projet délivrance d'actes civils en appui au renforcement de la participation des femmes aux processus électoraux dans les régions du Poro, Béré, Gontougo, Ossa-Sandra et du Tongpi. La cérémonie de remise a eu lieu à Korogo selon ce rapport de Ami Sissoko. 1000 femmes du département de Korogo, jamais déclarées à l'état civil, viennent de recevoir le jugement supplétif. Une action possible grâce à l'ONG GOFEF, groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes et femmes, avec le soutien du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly. Les bénéficiaires vont ainsi jouir d'une identité juridique nécessaire pour tirer avantage de leur citoyenneté. Souvent, j'ai envie de faire des occupations, des appels d'offres. Je n'arrive pas parce que je n'avais pas d'extrait. J'avais des inquiétudes en voyageant. Mais aujourd'hui, ma joie est grande parce que je suis rassurée pour l'avenir de mes enfants. Sans existence légale, très peu de choses peuvent être faites pour tout individu. Malheureusement, les femmes sont les plus nombreuses sans existence légale parce que non déclarées à la naissance. Cette situation influe également sur leurs enfants. La remise de ce jugement supplétif qui intervient à l'approche de la révision de la liste électorale est saluée par le ministre Amadou Coulibaly, par ailleurs deuxième adjoint au maire de Korogo. Notre pays est engagé dans le processus de révision de la liste électorale. Comment se fait inscrire sur la liste électorale si on n'a aucun papier, si on n'a aucun document? Par votre action, vous allez permettre à 1000 femmes d'être prêtes dès le 19 novembre, date d'ouverture du processus donc de révision de la liste électorale, d'être prêtes à se faire enrôler. Plusieurs autres femmes sont en attente de leur jugement supplétif. L'activité pilotée par l'ONG GOFEF et ses partenaires va s'étendre aux régions de Béré, Gontougo, Ossa-Sandra et Tongpi. Elle vise la délivrance de 5000 actes d'état civil aux femmes dépourvues de tout document administratif. Voilà une régularisation qui participe aussi à l'autonomisation
des femmes. Je vous propose à présent de revenir sur ce quart d'heure dédié ce jour par la rédaction à la mutuelle des préfets. Le vice-président de l'organisation, le préfet Magloire Napé-Gadé, a été reçu par Hamza Diaby à l'édition de 13h. Il présentait la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire qui a pour vocation première de faire connaître le corps de métier. On regarde. Nous sommes satisfaits de ce qui est aujourd'hui, parce qu'il y a quelque temps, ce n'était pas du tout le cas. Et nous voudrions d'ailleurs profiter de la situation pour remercier M. le Président de la République qui a bien voulu nous élever au rang des grands corps de l'État. Et également notre ministre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne cesse de se battre pour nous améliorer les conditions de vie et d'existence. Nous avons réussi à mettre en place une assurance maladie qui prend en compte et en charge non seulement les adhérents, mais leurs familles. Et aujourd'hui, cela donne de bons résultats parce que, vous savez, notre travail est très harassant, très stressant. Et donc, c'était souvent qu'on voyait des membres du corps préfectoral dans la détresse. Et donc, dès le samedi 12, nous aurons une journée éclatée sportive sur toute l'étendue du territoire. Et ensuite, nous passons au lundi 14, où nous allons procéder à la pose de la première pierre à Yamoussoukro. Ensuite, la première pierre de l'hôpital et du siège. Ensuite, nous aurons le mardi une journée de don de sang également sur toute l'étendue du territoire. Et là, nous invitons donc toute la population à venir nous soutenir en donnant aussi son sang. Tout à fait. Parce que donner son sang, c'est apporter la vie, c'est donner la vie, c'est sauver une vie. Ensuite, le jeudi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons faire la célébration effective de nos collègues, soit qui vont à la retraite, soit qui ont été reconnus comme étant méritants, et donc à qui nous allons rendre des hommages. Et là, par exemple, nous allons avoir la possibilité de donner les chèques d'accompagnement. Voilà, et nous en venons à cette journée de prière pour la Côte d'Ivoire conduite par le Conseil suprême des imams et organisations et structures sunnites, des prières et prêches pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. On le voit dans ce reportage de Ahmed Traoré et Jean-Marc Djadji. Ils sont près de 1500 imams venus de toutes les contrées du pays pour prendre part à la journée de prière organisée par le CODIS, Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites. Objectif, implorer Allah pour une paix durable et pour le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. CODIS, une organisation de référence au service d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, est le thème de ce rendez-vous. Nous remercions Dieu Tout-Puissant qui nous a fait l'honneur qu'on s'est réunis, les imams, ensemble pour discuter entre nous. Nous sommes fiers pour être ensemble aujourd'hui, pour montrer aux Ivoiriens l'unité de tout l'ensemble de l'érigé en Côte d'Ivoire. Une initiative jugée opportune par le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams. Je voudrais me féliciter de cette méthodologie de renforcement de la gouvernance des associations islamiques. Ça veut dire que désormais, nous ne travaillons plus au hasard. Nous réfléchissons, nous planifions, nous exécutons, nous évaluons. C'est la méthodologie que le Coran nous enseigne dans notre vie de tous les jours. Adama Bictogo, parrain de cette journée de prière et par ailleurs président de l'Assemblée nationale, a exprimé sa gratitude aux imams pour cet acte de cohésion. Le rassemblement commence d'abord par le rassemblement interne. Cette image affichée par nos deux grandes personnalités, Cheikh Aïma pour le COSIM, le docteur Fadiga Moussa pour le CODIS, traduisent l'expression et la volonté affichée de nous rassembler. Donc si la communauté musulmane affiche cette volonté rassemblée, c'est justement parce qu'elle est en train de donner une image aux autres Ivoiriens que nonobstant nos diversités politiques, religieuses, régionales, nous avons le devoir de nous rassembler. Le messager du président Alassane Ouattara, pour sa part, a souhaité que Dieu exauce les prières des imams. Et toujours sur le ton de la cohésion et de la paix, revenons sur ce drame survenu dans la commune de Yopougon.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite au calme. Le ministre Adama Diawara a également porté à la famille éplorée la compassion du gouvernement. On le voit dans ce reportage de Khalid Diomandé et Didier Nguessan. C'est une famille meurtrie que nous retrouvons au quartier Mosikro dans la commune de Yopougon. Fatim, l'épouse du chauffeur de taxi abattu dans la nuit du vendredi 4 novembre, est encore sous le choc. La dépouille de son conjoint a été portée en terre ce dimanche 5 novembre. La veuve et ses 2 enfants, âgés d'1 an et de 5 ans, ne savent plus à quel saint se vouer. C'est lui qui était mon espoir. Il est parti maintenant, je ne sais pas comment il a fait. Et dans la caméra, il va à l'école, il n'est même pas l'argent. Où elle est là? Elle ne vend pas, elle n'a pas de métier. Qui va s'occuper des enfants? Qui va regarder les enfants? Qui va payer la maison? Les jeunes proches de la victime et ses confrères transporteurs, eux, sont rouges de colère. On nous tue matin, midi, soir. On est fatigué. Et puis on a justice pour nos frères. On ne travaille pas, on ne travaille pas. Demain, c'est la justice. Informé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, fils de la commune de Yopougon, se rend au domicile de la famille éplorée. Adama Diawara est venu apaiser les cœurs meurtris et témoigner la compassion du gouvernement. Compassion appuyée d'un don de 2 100 000 francs CFA. Nous resterons aux côtés de la famille. Aujourd'hui a lieu l'enterrement du défunt et à la faveur de la cérémonie du 7e jour, nous serons également présents aux côtés de la famille éplorée. Je profite de l'occasion pour demander aux chauffeurs de la grande commune de Yopougon de rester calmes, de faire confiance au gouvernement, justice sera rendue et donc de reprendre très rapidement le travail. Le défunt chauffeur du nom de Karamoko Fofana était âgé de 30 ans. Et le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation a organisé une conférence pour la présentation du dispositif de l'annexe fiscale favorable aux initiatives de la recherche, une occasion de présenter les 4 mesures fiscales contenues dans l'annexe fiscale de l'année 2020, des dispositifs qui offrent des avantages au financement de la recherche en Côte d'Ivoire. Le point avec Frédéric Oulaï et Mamadou Kouassi. Promouvoir un environnement propice à la recherche scientifique, technologique et innovante. C'est le sens de l'exercice d'explication de la loi finance portée par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. L'annexe fiscale, quel enjeu pour la recherche scientifique, l'innovation et la technologie. Ce thème développé par Sylvain Bras pour instruire les acteurs de la recherche et du secteur privé sur les modalités fiscales. En Côte d'Ivoire est en train de se mettre en place un véritable régime fiscal incitatif en faveur de la recherche et le développement. Toute économie qui veut se positionner à un niveau élevé dans la chaîne mondiale de valeur a besoin de s'appuyer sur la recherche et le développement. Le conférencier nous a donné quelques éléments. Les pays émergents ou les pays développés arrivaient à mettre dans leur disposition fiscale des éléments qui vont soutenir la recherche. Par exemple, il a parlé des business angels, qui était une idée qui venait d'ailleurs. Pour le secrétaire général du FONSTI, il s'agit de renforcer les capacités et inciter le secteur privé à s'investir dans la recherche avec de nouveaux mécanismes. Nous avons donc les représentants de toutes les universités publiques, les centres de recherche, également des représentants du secteur privé, pour qu'ensemble nous essayons de voir comment le secteur privé, d'un côté, et le secteur de la recherche et de l'innovation peuvent travailler ensemble, n'est-ce pas, pour faciliter la production de connaissances dans notre pays au profit du secteur privé et de la société en général. Le taux de financement des initiatives allouées à la recherche est estimé à 0,35% en Afrique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les dispositions de l'annexe fiscale de 2020 sont favorables à l'écosystème de la recherche et de l'innovation. Et le dossier de ce journal, nous nous intéressons ce soir à la vie des Africains vivant à Bruxelles, dans la capitale de la Belgique. Ils se démarquent par plusieurs activités. Leur quotidien nous est conté dans un dossier au cœur du célèbre marché Matangué de Bruxelles et à la rue Clémenceau. C'est un dossier proposé par Hamza Diaby.
Ici, c'est Bruxelles, la capitale de la Belgique, avec ses quelques 183 000 habitants, siège de plusieurs institutions de l'Union européenne. Une ville qui accueille de nombreux Africains, fréquentant pour la plupart un quartier mythique. Nous sommes donc à Matongé, le marché Matongé, marché célèbre donc de cette capitale européenne, de Bruxelles. Donc nous sommes ici avec des acteurs africains, avec la clientèle africaine, avec des marchands africains. Quand je dis africain, c'est vraiment l'Afrique dans toute sa globalité. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir quelques acteurs de ce célèbre marché Matongé. D'où vient cette appellation Matongé, qui fait si Afrique centrale? Matongé, c'est un quartier, une commune, un quartier d'ambiance à Kinshasa. Quand vous allez là-bas, vous allez tout trouver à Kinshasa. Ici à Matongé de Bruxelles, on ne compte pas les salons de coiffure. Des salons pour hommes, des salons pour femmes. Willy est très connu par ici. Il a quitté son Congo natal il y a 30 ans aujourd'hui. Matongé, c'est un coin où il y a plein d'Africains, toutes les nationalités. On est là et on cohabite. Il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a tout le monde. Je trouve que c'est des gens sympas, qui causent avec tout le monde, qui sympathisent aussi. Donc j'aime bien ça, j'aime bien me coiffer ici. L'émission c'est 15 €, hein. C'est une coiffure simple, donc voilà, petite égraderie et il arrange un peu la barbe en fait. D'accord. Ouais. C'est l'Afrique, vous voyez, il n'y a pas trop de Belges ici. C'est notre coin à nous. Nafissatou, la Sierra-Léonaise, est-elle en Belgique depuis seulement 5 ans. Elle est déjà bien intégrée et empoche, par exemple, l'équivalent de 50 000 francs CFA pour chaque tête qu'elle transforme, comme celle-ci. Avec les charges, tous les changements, c'est pas cher en ce moment. Pour nous, c'est pas cher. Elle fait bien les cheveux, j'aime bien quand elle me coiffe. La présence de notre caméra n'est pas très bien appréciée par ici. On part alors au voir ailleurs. La Maison du Pagne, une entreprise quarantenaire, nous ouvre alors ses portes. Nous vendons spécialement le wax et tous les accessoires afférents, donc les robes en pagne, les foulards et bientôt les sacs aussi. On va lancer une nouvelle marque de sacs. C'est spécialement l'Africain qui achètent nos pagnes. L'entreprise familiale des Kabasela fait bien ici le bonheur de nos chers immigrés. On entre ici quand on a envie de briller à l'africaine, quand on a envie de briller de mille feux. J'ai cherché notre pain traditionnel camerounais, mais je n'ai pas vu, mais j'ai vu d'autres pains qui peuvent être bien pour l'occasion aussi quand même. S'il y a un autre lieu à Bruxelles qui réunit les Africains de plusieurs nationalités, c'est bien la rue Clémenceau, l'endroit par excellence de rachat de véhicules d'occasion. C'est ici, tout le long de cette rue-là, c'est le marché de véhicules. Donc c'est pourquoi tout le monde vient ici. Il y a les Nigériens, il y a les Camerounais, il y a les Congolais, Nigeria aussi. Toutes les nationalités sont en tout cas représentées ici. Si le business était autrefois juteux, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ici, les Ivoiriens sont les seuls à avoir accepté de nous recevoir. Ils disent tirer le diable par la queue depuis quelque temps déjà. Avant, on pouvait avoir un véhicule de 1 000 € pour envoyer en Afrique. Et maintenant, Côte d'Ivoire, si ce n'est pas un véhicule de 7 000 €, 10 000 €, tu ne peux pas. Donc nous demandons au gouvernement de revoir ce problème d'âge de véhicule. Franchement, ça nous ferait plaisir. Et à l'époque, on donnait les camions avec l'immatriculation tout fini à 2 200 000. Mais aujourd'hui, on se retrouve à 3 900 000, 4 millions. Un cri de cœur presque assourdissant. De là, on part à la rencontre d'un autre Ivoirien. Lui n'est en rien concerné par la vente ou le rachat de véhicules. Il est consultant sur des problématiques de diplomatie économique, et notamment les problématiques de développement économique des territoires en lien avec les régions ivoiriennes. L'idée étant effectivement de les aider par rapport aux différentes potentialités, à identifier des partenariats ici en Europe et à les mettre en lien avec donc, des gens qui seraient intéressés à investir dans nos régions en Côte d'Ivoire. Pour reprendre des forces après une journée aussi chargée, Aruna Dao, qui est aussi fondateur d'African Vision Lab, nous recommande le café 225. On a la sauce graine avec le foutou, la sauce djimblé avec le placali.
On a la soupe du pêcheur, on a la sauce gombo, la sauce gbagbassou. Mais ce que la communauté africaine aussi aime le plus, c'est la tchéké poisson et le gaba. La loco aussi. Il y a un peu l'ambiance, on écoute la musique africaine et tout. Voilà, on se retrouve quoi. Après le boulot, on vient déstresser un peu. En général, ce que j'aime bien, c'est le poisson, parce que c'est un type de poisson qu'on ne mange pas dans nos plats européens ou wallons. Et alors, de temps en temps, de la chèvre, de la banane plantain, voilà. Ça, c'est un... et puis, de temps en temps, oui, checker. Pour nous, les célibataires, on vient pour les emporter aussi. Et elle prépare bien, et puis on se rappelle de la nourriture du pays. En attendant que les choses s'améliorent un jour, nous sommes plutôt satisfaits de notre délicieux plat d'atiéké et d'aloko poisson. Et voilà, une belle carte de Bruxelles, des Africains, un reportage de Hamza Diaby. De la Belgique, nous retombons dans l'actualité politique ivoirienne avec la rentrée politique de la représentation RHDP de la ville d'Anyama, une rentrée politique marquée par l'inauguration du siège du RHDP local par le maire de Gbélégbon, Sita Ouattara. Reportage. Une rentrée politique aux allures de fête à Anyama, marquée par l'inauguration du tout premier siège du parti du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à Anyama, cité de la Kola. Les militants venus de tous les quartiers se sont mobilisés autour des cadres de leur parti pour se féliciter de ce joyau. Le porte-parole des secrétaires départementaux a lancé à cet effet l'appel d'Anyama. Voudrais-je lancer l'appel des militants d'Anyama, intitulé l'appel d'Anyama. Mesdames et messieurs les membres du directoire, allez supplier le président du parti pour qu'il se prépare à continuer la marche de l'émergence en 2025. Le nouveau siège, un édifice qui fait la fierté des militants de la cité de la Kola. Nous, militants du RHDP d'Anyama, sommes heureux et fiers d'avoir à la tête de notre grand parti un homme d'État exceptionnel, un homme pour qui j'ai une très grande admiration, à savoir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Invité spécial de cette rentrée politique, Sita Ouattara, maire de la commune de Gbélégbon, qui a invité l'ensemble des militants à rester mobilisés autour du président de la République, Alassane Ouattara. Militantes et militants sympathisants du RHDP, nous sommes aux portes de nouvelles échéances. Nous devons nous tenir prêts pour défendre les idéaux, nos valeurs et notre héritage. Cela commence déjà par nous inscrire sur la liste électorale pour une victoire écrasante du RHDP et du président de la République. Anyama s'est donc doté d'un édifice composé de 7 bureaux équipés en matériel mobilier et informatique et d'une salle de réunion baptisée salle Ado. Et cette nouvelle du deuil que porte le groupe RTI depuis le décès l'année dernière du journaliste présentateur Kwadio Kwame, ex-journaliste présentateur à la radiodiffusion télévision ivoirienne, est décédé la nuit dernière, donc la nuit du 5 au dimanche 6 novembre 2022, à l'âge de 59 ans. Il était le chef du service information à RTI Bouaké. Toutes nos condoléances à sa famille et également à sa famille professionnelle. Nous poursuivons avec la synthèse de l'actualité du monde de ces 7 derniers jours, une synthèse proposée par Abou Sanogo. À Bangui, en République centrafricaine, la Cour pénale spéciale CPS a condamné 3 membres du groupe armé 3R, accusés du massacre en 2019 de 46 civils dans des villages du nord-ouest du pays. Reconnus coupables de meurtre, d'actes inhumains et de traitements humiliants et dégradants, ils ont été condamnés à la prison à perpétuité pour le premier et 20 ans de prison pour les 2 autres. La mission de la paix dépêchée par le gouvernement après la répression des manifestations du 20 octobre a pris fin ce mardi.
Mais pour un retour effectif de la paix, les populations exigent le retrait des militaires dans les villes, la fin des arrestations et la libération des personnes détenues. Les exportations de céréales à partir des ports ukrainiens ont repris depuis jeudi. Une reprise qui a lieu après le retour de la Russie dans l'accord sur un couloir humanitaire. Les cours mondiaux des céréales qui avaient grimpé en début de semaine ont entamé une baisse après l'annonce mercredi. 3 heures d'audition pour Ousmane Sonko au palais de justice, accusé de viol répété par Adji Sarr, une ex-employée d'un salon de massage. C'est la première fois que le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, est entendu sur le fond de cette affaire par le doyen des juges. Depuis mars 2021, il est sous contrôle judiciaire. Les pays du G7 appellent les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production pour contribuer à faire baisser les prix. Selon un communiqué des ministres des Affaires étrangères du groupe réuni en Allemagne, augmenter la production va contribuer à réduire la volatilité des marchés de l'énergie. Des centaines de manifestants sont descendus ce samedi dans les rues d'Accra, la capitale ghanéenne, pour dénoncer la dégradation de la situation économique. Les manifestants accusent le gouvernement d'inaction face à la flambée des prix du carburant et des produits alimentaires. Un avion de ligne qui se trouvait en phase d'atterrissage s'est abîmé dans le lac Victoria en Tanzanie ce dimanche à cause de la mauvaise météo. Si un premier bilan avait fait état de 3 morts, il a été revu à la hausse, passant à 19 victimes sur les 43 passagers de l'appareil de type ATR 42-500 de la compagnie privée locale Précision Air, selon le Premier ministre Kassim Majaliwa. Voilà, c'est sur ce 7 sur 7 que prend fin ce point sur l'actualité d'ici et du monde. Merci de nous avoir suivis.